Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont déplacés et qui sont venus aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir partager une partie de ma vie et de mon parcours. Merci à la Fondation, évidemment. C'est pas la première fois, c'est toujours un vrai plaisir de collaborer avec vous et voilà, de répondre à vos invitations. À chaque fois, c'est vraiment des très beaux moments de qualité. Et merci évidemment à la Fondation aussi, à la médiathèque de nous accueillir pour ce talk. Alors le titre et le thème de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est décloisonner les potentiels. Et je suis arrivé avec ce thème en faisant un exercice de ce talk en fait. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que ça m'a permis de dégager cette mission en fait, cette mission de vie. C'est une mission de vie quasiment, de dire pourquoi je fais tout ce que je fais. Je fais tout ce que je fais parce que ce qui m'intéresse, c'est de décloisonner les potentiels. Et la conviction qu'il y a derrière cette mission, c'est que le génie, c'est pas inné. On n'est pas talentueux ou génial. C'est pas non plus quelque chose qu'on fabrique. Je sais que Einstein disait que génie, c'est 1% de talent et 99% de travail. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que le génie, c'est quelque chose qu'on débloque, qu'on a en nous, et que chacun d'entre nous peut débloquer et peut en fait irradier autour de lui. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Je reviens un peu sur mon parcours professionnel. J'ai fait des études en France, à HEC Paris, puis ensuite à la Sorbonne, où j'ai fait un master en sciences de l'éducation. La raison pour laquelle j'ai fait ce master, c'est que je suis né dans une famille d'éducateurs et de formateurs. Et effectivement, tout au long de ma vie, j'ai eu à voir de très bons exemples et aussi de très mauvais exemples. Et ce qui faisait la différence entre les deux, c'est vraiment le sens de la responsabilité, puisque quand on est dans un environnement éducatif, on est forcément dans une responsabilité sociale et humaine. Et donc il faut être prêt à vivre cette responsabilité, à la prendre, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, master en sciences de l'éducation, au moins, je saurais un petit peu de quoi il s'agit. Et donc en 2011, j'ai rejoint IFIAG, qui est en fait l'institut fondé par mes parents, qui sont là d'ailleurs, et qui est un institut de formation multisectoriel, multimétier, qui existe depuis 1986, l'année de ma naissance d'ailleurs. Donc maintenant que j'ai un bébé et une entreprise, alors je leur tire encore plus mon chapeau, parce que les deux en même temps, bravo. Et donc IFIAG avait besoin à cette époque-là de 109 d'innovation, et pendant 5 ans, ce que j'ai fait, c'est deux choses. La première, c'est revoir en fait toute notre activité en mettant l'étudiant au centre et au cœur de l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une discipline qui est devenue très importante pour moi, qui est le design thinking, ou ce que d'autres appellent human-centered design. Et j'ai tellement aimé ce que c'est, que je me suis fait certifier dessus et que je suis devenu formateur en design thinking par la suite. Et IFIAG m'a permis d'apprendre ça. Et en fait, on a revu toute l'expérience étudiante à travers première année, deuxième année, quels sont les événements, quelles émotions on souhaite créer, quel sens de l'appartenance on souhaite créer chez l'étudiant. Et cette transformation s'est faite en plusieurs années. Elle a demandé aussi tout un accompagnement du changement, qui était aussi mon deuxième rôle, en fait, au-delà du rôle de designer, qui était un rôle d'accompagnateur. Et cet accompagnement a été très enrichissant pour moi, puisque j'accompagnais effectivement tout le monde. Bon, on est dans une petite entreprise, mais depuis les managers, donc les postes de direction, jusqu'aux plus petits postes, à savoir de responsables de comptabilité ou même les personnes qui s'occupent de l'hygiène, etc. Tout le monde avait besoin de changer de mindset. Et donc cette expérience est pour moi vraiment marquante dans ma carrière, puisqu'elle m'a appris à devenir flexible. Quand on sort d'HEC, on a l'habitude de discuter avec des gens qui vont super vite, qui comprennent en un claquement de doigts, et donc on n'apprend pas la pédagogie. Et IFIAG m'a appris la pédagogie, parce qu'il a fallu être beaucoup plus patient, il a fallu être beaucoup plus intelligent et créatif dans la manière d'accompagner le changement avec les gens. Et fort de cette expérience, évidemment, quand je voyais mes copains, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais ?» Je leur dis « Je suis dans une école. » Et donc on m'a collé une étiquette « Hamza égale éducation ». Une étiquette que, pour être très honnête, j'avais du mal à porter d'ailleurs, parce que je me disais « Mais j'ai envie de faire tellement d'autres choses. » Bon, ok.
Et du coup, je me suis retrouvé invité par mes amis à contribuer à des actions associatives. Donc, il y en a deux en particulier qui ont marqué mon parcours. La première, c'est l'institution Tahar Sabti. Pour dire ça en une phrase, en 2012, on est arrivé à l'Institut Tahar Sabti. Il ressemblait exactement à ce qu'il était en 1953 quand il a été créé, à savoir un bâtiment bâti par des architectes français magnifiques, mais complètement délabré. Et pourtant, ce bâtiment, à l'époque, qui est une école en fait et un institut de formation d'éducatrices, abritait déjà quasiment 300 enfants en 2012. Et on s'est dit avec une équipe un peu folle, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette école? Parce que si on réussit à en faire un modèle d'éducation innovant, inclusif du XXIe siècle, ça veut dire que n'importe quelle école publique au Maroc est capable de le faire. Évidemment, tout ça, c'est à 0 dirham. En fait, pas vraiment à 0 dirham. Et d'ailleurs, je remercie la Fondation parce que vous faites partie des contributeurs à l'Institut Tahar Sabti. On a pris cette école et on en a fait aujourd'hui, reconnu par le ministère, un institut pilote de l'enseignement inclusif et innovant, avec un laboratoire d'innovation frugale en éducation. On a des kits qui coûtent 20 dirhams, qu'aujourd'hui on est en train de distribuer à des éducateurs partout au Maroc pour créer des exercices smart, pour apprendre les mathématiques, l'alphabet, un tas de choses. Donc, encore une fois, mon rôle dans l'Institut, c'était à peu près la même chose qu'à IFIAG, c'est accompagner les enseignants, accompagner la direction, et aussi être un catalyseur d'innovation. L'innovation, c'est vraiment un mot-clé dans l'ensemble de mon parcours, et je trouve que c'est quelque chose de très important à mixer avec l'éducation. EFE, ça a été un peu plus tard dans mon parcours, mais EFE sont venus me voir et m'ont dit, écoute, on travaille sur l'insertion des jeunes à travers des formations en soft skills, et on aimerait bien que tu nous aides stratégiquement, et donc tu rejoignes le board, le conseil d'administration, pour pouvoir contribuer à la mission de l'EFE. Et je dois dire qu'on était déjà partenaire opérationnel sur un certain nombre de choses à travers IFIAG et l'Institut Tahar Sabti. Et donc c'était venu naturellement. Et j'ai découvert à l'EFE quelque chose d'extraordinaire, que je n'avais pas vu à IFIAG et que je n'avais pas vu à l'Institut Tahar Sabti. Et cette chose-là, c'est qu'en une formation d'une semaine, on peut créer un déclic. On peut créer un déclic chez un jeune qui sort en fait de l'université, qui est en situation d'échec dans la plupart des cas, parce qu'il est chercheur d'emploi et qu'en fait, après avoir envoyé 350 CV, il n'a toujours pas eu une seule réponse, ni positive ni négative d'ailleurs, donc ils se sont complètement délaissés. Et en une semaine, on arrive à changer la perspective de ce jeune vis-à-vis de sa carrière. Et on arrive à faire en sorte qu'il ait un projet individuel. Et ça a été un déclic énorme pour moi, parce que je me suis dit, en fait, ils sont à ça. Tous les jeunes qu'on voit qui sortent de l'université ou de l'OFPPT ou d'école, etc., et qui sont aujourd'hui en situation où ils vivent chez les parents, ils ne travaillent pas, ils sont juste à ça d'y arriver. C'est pas forcément un gâchis, c'est pas une génération sacrifiée. Les gens adorent dire ça pour dramatiser, c'est pas vrai. Il y a encore du travail à faire avec eux. Et EFE a été vraiment source d'un déclic pour moi. À ce moment-là, on est à peu près en 2015-2016, IFIAG n'a plus tellement besoin de moi, parce que voilà, l'école se porte bien, les choses fonctionnent bien, et donc je commence un peu à m'ennuyer aussi, et j'ai besoin de renouveau. C'est à ce moment-là que je rends une visite à Doha, au World Innovation Summit for Education. Et lors du World Innovation Summit for Education, je croise un groupe de chercheurs américains qui est en train de parler de l'intérêt des bootcamps, qui à l'époque aux États-Unis en 2017 commençait à intégrer les universités. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air vraiment super sympa. Et je m'intéresse et je discute. Et je me dis, voilà une solution pour la jeunesse marocaine. Parce que finalement, en quelques mois, on peut quasiment garantir une nouvelle carrière à une personne qui finalement pensait que la vie était finie quasiment. Et c'est là que l'idée de la 3W Academy est née, ou l'intention plutôt de la 3W Academy est née. L'intention, c'est de dire, on veut créer un shortcut à des jeunes qui sont sortis d'une filière de faculté où franchement, très souvent, ils n'ont même pas choisi leur orientation. On leur a imposé, c'était un quota de place. Et ils ont fini par faire les lettres anglaises à la Fac Hassan II, alors que c'est potentiellement des super talents, et surtout dans la tech, qui aujourd'hui est vraiment accessible. Et à partir de cette intention,
J'ai commencé à faire des rencontres et puis j'ai rencontré le fondateur de la 3W Academy en France. Le contact est super bien passé, on a décidé de démarrer. Voilà comment on en est arrivé là. Et à côté de ça, j'ai fait d'autres petites choses, mais c'est pas le but de la rencontre. Donc voilà comment est née la 3W Academy. Je pense que tout le monde se rappelle de ce véhicule extraordinaire. Donc on va retourner un peu back to the future, on va retourner un peu aux essentiels pour poser le problème. Il y a quelques semaines, il y a une news qui sort. Moi, personnellement, ça m'a horrifié. En fait, il y a un casque de réalité virtuelle qui a été inventé. Et c'est un casque de jeu, en fait. On joue en réalité virtuelle. Sauf que quand tu meurs dans le jeu, le casque te tue dans la réalité. Et je me suis dit, oh là là. Là, on est en train d'atteindre en fait des summums du mariage entre la technologie et la vie humaine. Incroyable. Et je me suis dit, ok, ça c'est l'époque dans laquelle on vit. Il y a quelques années, il y a le Schwarzenegger, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais quelques années on regardait Terminator, on se disait il a un bras ionique, c'est incroyable. Aujourd'hui le bras ionique c'est normal. On regardait iRobot avec Will Smith, il faut rappeler, moi c'est ça mes références. Et on se disait mais c'est quoi cette armée de robots avec des intelligences artificielles? Aujourd'hui c'est normal. On y est. Normalement il a des yeux mais on ne les voit pas. Donc soyons sérieux, en fait, qu'est-ce qui nous attend réellement? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est quand même en train de vivre une époque incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ça va tellement vite, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Donc moi, je voulais prendre ce moment pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'on fasse une vraie prise de conscience. Il y a une révolution aujourd'hui. Il y a une révolution qui est engendrée par l'accélération technologique. C'est un vrai mot, l'accélération. Il y a 15 ans, WhatsApp, ça n'existait pas. Ça commençait, en 2008, ça commençait à peine WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est 2 heures par jour, par personne. Minimum. Ça fait partie de notre quotidien. Et ça, c'est un exemple. La réalité, c'est qu'il y a ChatGPT qui est sorti il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les gens l'utilisent tellement qu'on ne peut plus y accéder. En quelques semaines. Et c'est extraordinaire parce qu'en quelques semaines, on a vu des innovations émaner de ChatGPT où il a remplacé carrément des fonctions au sein des entreprises. Des fonctions de création de contenu, des fonctions de recherche. J'ai l'exemple d'un avocat, son partenaire au sein du cabinet l'appelle et lui dit trouve-moi s'il te plaît cette loi en 2014, comment elle était, etc. Et le gars il met sur ChatGPT pendant que l'autre lui parle au téléphone et ils n'ont même pas fini la conversation, il lui a déjà envoyé. Donc on a vraiment une intelligence artificielle qui est ultra performante. Et ChatGPT qui est dans sa version 3, c'est 100 fois ou je crois 1000 fois moins performant que ChatGPT 4 qui est en cours de réalisation. Et donc on va arriver à des choses qui sont beaucoup plus performantes. Au-delà de ça, l'économie numérique mondiale, aujourd'hui c'est 23 milliards de dollars. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, c'est 23 000 milliards de dollars, pardon. 23 000 milliards de dollars, donc je ne sais pas si vous réalisez, mais... pour vous donner le PIB du Maroc, je crois que c'est 100 milliards. PIB du Maroc. Donc là, on parle de 23 000 milliards. Et ça, c'est 25% du PIB mondial, prévu en 2025. Et en 2030, ça va très très vite, on sera probablement en 40%. 50% des exportations mondiales de services sont fournies aujourd'hui par voie numérique. Le Covid, on est tous passés par là, ça nous a tous digitalisés. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a un déversement de l'économie vers l'économie du numérique. Vous allez dire, pourquoi il nous raconte tout ça, lui? So what? Hein? Parce que j'aimerais bien faire un reality check de ce qui se passe chez nous entre-temps. D'accord? Digital, on va vivre dedans, c'est pas parti pour s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Maroc? Chez nous, quand le Covid a frappé, on a perdu 600 000 emplois, quasiment. 600 000 emplois d'un coup. Et à peu près 1 957 000 qui sont sous-employés, c'est-à-dire ils ne peuvent plus travailler à temps plein, ils sont passés sur des contrats à temps partiel, etc. Donc il y a eu un vrai impact sur l'emploi des Marocains. Il y a aujourd'hui 1 500 000 Marocains sans emploi. En réalité, il y en a un peu plus, mais ça, c'est les chiffres officiels qui sont donnés par le Haut Commissariat au Plan.
Et ce qui est sûr aussi, c'est que la plupart d'entre eux, c'est des jeunes. 33% ont entre 18 et 35 ans. La réalité, c'est que c'est plutôt autour de 40%. Donc, petit reality check. Il y a un truc extraordinaire qui se passe dans le monde. Les gens, ils sont comme des fous sur la technologie, et nous, on est en train de perdre des emplois, et nos jeunes ne travaillent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. On a un rapport de Microsoft qui est sorti en 2021, et dans ce rapport, Microsoft nous dit quoi? Microsoft nous dit, en 2025, il y aura 149 millions de jobs dans la technologie, dans le monde. 149 millions de jobs. Ça, c'est la barre bleue que vous voyez, entière, là, la première. Et la première, c'est Software Development. C'est-à-dire que c'est des développeurs. D'accord? Le bleu clair que vous voyez, c'est ceux qui existent aujourd'hui sur le marché, en 2021. Ça veut dire que d'ici 2025, on doit quadrupler le nombre de développeurs pour pouvoir arriver à combler les besoins en développeurs sur le marché mondial. Vous me suivez ou pas? Les jeunes, c'est important pour vous, parce que eux, ça y est, c'est fini, mais vous, c'est... Vous me suivez ou pas? C'est pour vous que je dis tout ça. Donc là, il y a un truc. Il y a une économie mondiale qui est en train d'exploser dans le numérique, et à côté de ça, on a des jeunes Marocains qui font rien. Cool. Fin du reality check. Alors, il se passe quoi dans l'économie numérique au Maroc? Est-ce que l'économie numérique marocaine elle est en train de prendre la vague de l'économie numérique mondiale ou la rahna? On ne sait pas trop. Au Maroc, on a un secteur qui s'appelle l'outsourcing. Bon, dans l'outsourcing, il y a effectivement l'économie numérique, de l'offshoring, IT, mais il y a aussi les centres d'appel, etc. Mais c'est quand même 120 000 emplois au Maroc et c'est 14 milliards de dirhams par an. On peut considérer que sur cette partie-là, il y en a environ 40 000, 35 000 qui sont dans l'IT. Et on a actuellement un besoin annuel de plus de 10 000 recrues. Et ça, c'est uniquement l'offshoring en informatique. L'offshoring, pour les jeunes, c'est quoi? C'est les entreprises qui exportent des services informatiques depuis le Maroc vers d'autres pays. D'accord? Entre-temps, le Maroc forme 10 000 ingénieurs en général, et au total par an. Donc quand je dis 10 000 ingénieurs, c'est toutes les filières d'ingénierie. Génie civil, génie mécanique, génie, tous les trucs de génie. D'accord? Sur ces 10 000, il y en a 2 500 seulement qui sont informaticiens. Il y a déjà un écart. Hein. Ça veut dire qu'il y en a 7 500 qu'il faudrait qu'on ne forme pas. Et ça, c'est pas le pire. Parce que le pire, c'est que depuis 2017, chaque année, il y a 10 000 ingénieurs en informatique qui quittent le Maroc pour aller en France, en Belgique, au Canada. On a perdu 50 000 personnes dans l'IT depuis 2017. C'est énorme. Et le pire, c'est que ces 50 000, ce n'est pas les petits jeunes qui viennent sortir. C'est ceux qui ont des belles compétences, qui ont bien bossé pendant 7-8 ans et qui se disent bah, en fait, la vie est plus rose au Canada. Je ne sais pas s'ils ont raison. Elle est blanche, ouais. Elle est plus froide aussi. Et aujourd'hui, quand on prend une promo de l'ENSIAS, ou de l'EMI, ou d'une école, ou de l'ENSA, n'importe quelle ENSA, et vous prenez les jeunes qui sortent en bac plus 5, et vous faites un sondage, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a au moins 40 ou 50%, ils ont déjà des contrats en France. Ils attendent que leur diplôme pour partir. Donc on a un vrai problème au Maroc. Donc je résume. Il y a plein de jeunes en stock qui n'ont pas d'opportunité. Dans le monde, il y a une explosion de la demande des gens qui veulent faire de la tech, et surtout des développeurs. Et au Maroc, on n'en produit pas assez. Tout le monde m'a suivi? On est d'accord, c'est grave. Ok. Voilà. On va chercher les talents. Comme on cherche les oiseaux rares là, vous savez, on va les chercher comme ça. Exactement. Et donc, comment on va prendre la vague? C'est vraiment ça la question. Comment on prend cette vague? Et une vague énorme, c'est un tsunami. Comment on le prend? Il faut être un excellent surfeur. Et en fait, il faut se rendre compte d'une chose très très importante, c'est que avant, il y avait les pétrodollars. Ça veut dire les gens qui étaient riches, c'est ceux qui avaient du pétrole. Dans l'économie d'aujourd'hui et de demain, les pays riches, c'est ceux qui auront des talents. Et en fait, le talent est le nouveau dollar. C'est ça qu'il faut savoir. Donc vous, les jeunes, il faut que vous sachiez que plus vous aurez du talent,
et plus vous aurez de la valeur. Et le talent, c'est la compétence. Qu'est-ce que je sais faire? C'est pas ce que j'ai sur mon CV, et c'est encore moins le diplôme que j'ai eu à la fac. C'est qu'est-ce que je sais faire. Et ça, si vous arrivez à le comprendre aujourd'hui et à faire un chemin pour développer votre talent, et c'est ça que je vais vous inviter à faire, vous allez tout gagner. Cool. Dans les top 10 skills de 2025, il y a évidemment des tas de soft skills, comme on aime à les appeler, mais qui ne sont pas du tout soft. Mais il y a aussi énormément de choses qui sont très liées avec les métiers de la technologie. Problem solving, critical thinking, la pensée algorithmique et logique. Tout ça, on l'apprend en faisant des filières technologiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. Voilà. Selon les compétences, ça peut prendre entre 1 et 2 mois, ou jusqu'à 4-5 mois pour développer une nouvelle compétence. Et quand je dis développer une nouvelle compétence, c'est développer assez de compétences pour pouvoir adopter un nouveau métier ou être opérationnel sur un nouveau métier. Et ça, c'est l'excellente nouvelle dans tout ça. Parce que ce qui pouvait nous faire peur avant, c'est de dire « Oh là là, les gens, ils ont fait des bacs plus 5 qui servent à rien. » C'est pas grave, parce qu'en 5 mois, en 6 mois, ils peuvent apprendre à développer, ils peuvent apprendre à gérer un cloud, ils peuvent apprendre à faire un tas de choses qui sont de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est exactement la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a créé la 3W Academy, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne va plus s'appeler 3W Academy dans pas longtemps, puisqu'on tient à ce que la marque se marocanise, après avoir été franchisée d'une marque française. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a dépassé nos amis français en termes d'innovation et de qualité de prestations, et je crois que le Maroc a clairement besoin d'avoir sa marque dans la formation technologique. Donc on est un accélérateur de talent, c'est vraiment ça notre identité. Notre identité, c'est pas de créer du talent, parce que le talent il existe déjà, il est là, il est partout. Notre but à nous, notre vision, c'est de l'accélérer. C'est quand il passe par chez nous, on lui met un coup de boost, et puis il ressort en vitesse grand V, capable de surfer cette vague de la révolution technologique. Donc notre mission, c'est de vous former, de vous accompagner, évidemment, pour décrocher ces opportunités. On a clairement 3 types de clients. Et là, je passe un peu sur qui est la 3W Academy. Mais on a 3 types de clients. Notre premier client, c'est les individus. C'est vous. C'est ceux qui se disent « Ok, en fait, je m'ennuie dans mon job », ou bien « J'ai pas trouvé de job », ou bien « Je vais bientôt finir la fac et j'ai besoin de trouver un job ». Et ils se disent « Ok, il me faut une solution », et ils trouvent la 3W Academy comme étant leur solution primordiale. Et ça, c'est ceux avec qui on a travaillé depuis notre création. On en a à peu près 600 qui sont passés, avec un très beau taux d'insertion, aux alentours qui avoisine les 90% quasiment aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, ça fonctionne. Le deuxième type de profil, de clients avec lesquels on travaille, ce sont les entreprises dans l'IT qui recrutent en masse. Donc c'est par exemple Capgemini, Atos, DXC Technologies, Orange, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils recrutent en centaines par an. Et donc, ils ont besoin de sécuriser leur pool de candidats, les gens qui vont pouvoir recruter par la suite. Et on arrive, nous, avec ça, pour effectivement les sécuriser et flexibiliser leur recrutement. Et le troisième type de clients, ce sont les institutions publiques. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des universités au Maroc, dans lesquelles on va implanter nos bootcamps pour permettre aux étudiants, au lieu de sortir avec des diplômes et de rien faire, de sortir avec des diplômes et une certification, et surtout un accompagnement vers l'emploi, et l'emploi technologique. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une phase d'accélération, nous aussi, où on cherche à développer les solutions qu'on a mis du temps à élaborer, mais pour lesquelles on sait aujourd'hui que ça fonctionne. On a cette conviction-là, et que ça fonctionne de manière inclusive, à savoir que ça peut fonctionner pour des tas de profils différents. Donc notre ambition finalement, pour résumer tout ça, c'est de permettre au Maroc de saisir l'opportunité de la révolution digitale. C'est vraiment ça. Et quand je dis le Maroc, c'est parce qu'aujourd'hui on est marocain, on est fiers de l'être, on adore notre pays, c'est le meilleur pays du monde, on sait tous tout ça avec. Parfois on y croit, parfois on n'y croit pas, mais on est là. Et du moment qu'on est là, on va le faire. Donc, pour y arriver, ça suppose de former des talents qui sont job ready, ça veut dire prêts à l'emploi, prêts à être recrutés. En volume suffisant, ça veut dire c'est pas 100 par an, c'est des milliers par an, parce qu'on a vu que le besoin c'est des milliers par an.
et de manière efficiente, parce qu'on n'est pas un pays qui a beaucoup de ressources, on n'est pas l'Arabie Saoudite, on a le peu de ressources qu'on a et il faut réussir à travailler sous contrainte pour y arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. On travaille effectivement sur ces 3 points. Bon, vu qu'on a quand même un parterre super jeune, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais quand on réfléchit à notre impact, en tant que dirigeant, dans mon dashboard de KPI, d'indicateurs de performance, j'ai des indicateurs de performance. Les premiers, c'est l'insertion socio-économique des jeunes. Ça veut dire que je vais regarder 2 choses, ou 3. La première, c'est quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 3 mois, grosso modo, 3 mois, 6 mois, et on fait des enquêtes 2 fois par an. La deuxième, c'est il est payé combien? Très important. Et la troisième, après 2 ans, est-ce qu'il revient pour donner? Parce que ça aussi, c'est un indicateur hyper important pour moi. Parce que l'insertion, elle est sociale aussi. Donc, premier point, c'est l'insertion socio-économique des jeunes. C'est les premiers KPI qu'on regarde. Franchement, avant notre rentabilité, avant un tas de choses. Le deuxième, c'est la compétitivité de nos entreprises partenaires. Et donc là, on va aller chercher des KPI du genre taux de rétention des jeunes qui sont placés dans les entreprises. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, 2 ans, combien ont été promus? Est-ce qu'on entend des bons feedbacks sur eux ou pas? Et alhamdoulilah, pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Et le troisième point, et celui-ci, malheureusement pour l'instant, on n'est encore que à Casaraba, donc c'est la zone déjà le poumon économique du royaume, mais ça fait partie de notre stratégie 2023-2025, c'est participer à l'attractivité des territoires. On parlait de Oujda il y a quelques temps. L'idée pour nous, c'est de permettre à une région, en formant des talents spécifiquement sur certaines technologies, de pouvoir créer de l'emploi qualifié dans cette région. Donc on est en discussion avec Oujda, on est en discussion avec Agadir, enfin Souss-Massa et l'Oriental, et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment, vraiment pertinentes par rapport à nos politiques territoriales. Alors comment ça marche? Vous voulez savoir ou pas? Ouais? Ouais? En fait, on a une approche que j'ai découverte à EFE, mais qu'on connaît un peu tous dans le secteur de la formation. On connaît les bonnes pratiques. La bonne pratique quand on fait de la formation, c'est de faire ce qu'on appelle du end-to-end. En fait, c'est de commencer avec le débouché. Et que ce débouché il fasse partie en permanence de l'action de formation, qui est une action de transformation. Et donc on va commencer d'abord par l'ingénierie des besoins avec nos partenaires. Toutes les formations qu'on fait sont validées par ce qu'on appelle les référents techniques. Ces référents techniques, ce n'est pas nos salariés, c'est des gens qui ont un statut d'expert au sein des leaders dans le domaine de l'IT. Et en fait, dans chaque technologie, on va avoir 1, 2, 3 référents qui vont nous dire, bon, voilà dans quoi on se dirige, dans cette technologie, voilà ce qui va se passer cette année, voilà ce qu'on attend d'un profil junior, et on définit des matrices de compétences avec eux qui sont super claires, et c'est à partir de ces matrices de compétences qu'on déroule notre ingénierie pédagogique. Et ça, c'est la clé, mais vraiment la clé du succès du dispositif. Si c'est pas fait, ça marche pas. Ensuite, le deuxième point, c'est que on va vraiment aller chercher des talents à la base qui ont la passion, qui ont l'ambition, qui ont le drive pour que ça marche. Parce qu'un bootcamp, ce qu'on fait, c'est 50 heures de travail par semaine minimum. Ça veut dire que j'ai 35 heures à l'école, chez nous, et après, j'ai les soirées et les week-ends. Donc, si on n'est pas prêt à donner toute cette énergie et tout ce temps pour réussir, pour nous, c'est qu'on n'a pas sa place. D'accord? C'est que ce n'est pas encore le moment. Ça viendra peut-être. Mais en tout cas, pour rentrer, il faut être prêt. La formation a lieu juste après. Et puis, dans la formation, on a évidemment toute la formation technique qui se fait par quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. On n'a aucun formateur qui est prof à la fac. D'accord? On n'a pas de prof en fait. On a des coachs. Et en fait, les coachs, c'est des gens qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont un niveau d'expertise suffisant et qui adorent transmettre. Et ils vont venir pour être dans les salles avec les jeunes qui apprennent parce qu'ils adorent transmettre. C'est ça qu'on va aller chercher chez eux.
Et après, on continue avec un suivi et un coaching professionnel. Dans chacun de nos campus, on a ce qu'on appelle un Career Success Manager. Et le rôle de cette personne, c'est d'accompagner chacun de nos apprenants à développer un projet de réussite. Et donc ça, c'est tout au long de sa formation. Et ensuite, quand il termine, c'est de l'accompagner sur sa recherche d'emploi, en optimisant son CV, son portfolio, ses techniques de recherche d'emploi, etc., etc. Donc on a vraiment ce qu'on appelle un accompagnement holistique ou intégratif, en langage technique. On va aller chercher toutes les zones de compétences qui sont nécessaires pour réussir son projet de carrière. Donc la question qu'on peut se poser, donc on a dit, ok, pourquoi faire ça? On a vu que c'était important de le faire quand même. On s'est dit, ok, qui peut en bénéficier? On a dit, c'est les individus, c'est les entreprises, c'est les régions ou le gouvernement. On a dit comment ça marche et on a montré qu'en fait c'est une question de méthode. C'est vraiment la méthode qui est importante. Et bien, la question qui reste maintenant, c'est est-ce que ça marche? Parce que c'est quand même important de savoir si ça marche ou pas. T'apprennes? Et on en a plein des exemples, mais celui-là c'est un de mes préférés. On a eu en 2019 une problématique très simple. La zone MedZ qui s'occupe des zones Casa Nearshore, Technopolis, donc des zones d'offshoring, d'export de services informatiques, est venue nous voir en nous disant on commence à avoir l'impression qu'on a moins de demandes parce que les investisseurs nous disent on n'a pas assez de talent. Et on veut tester la possibilité de convertir des jeunes qui n'ont pas de background en informatique en informaticiens pour que demain on puisse dire aux investisseurs en fait, c'est vrai, on forme que 2500 ingénieurs en IT, mais on en a 7500 en stock qui viennent d'autres filières d'ingénierie qu'on peut convertir, et on a des dizaines de milliers de Bac plus 5 et de Bac plus 3 qui sont potentiellement intéressés aussi par ces métiers que vous pouvez recruter. Et donc ils nous ont confié cette démonstration, ce projet pilote, en disant ok, vous avez 30 jeunes qui viennent vraiment de parcours très différents, hein, du Bac plus 2, du Bac plus 3, du Bac plus 5, des ingénieurs, des gens qui étaient en bio, en gestion, en lettres, en logistique, rien à voir avec l'IT. 30% de filles, 70% de garçons. On voulait faire du 50-50, mais on n'a pas trouvé. Et on a construit une formation de 6 mois, un parcours, un bootcamp de 6 mois, pour démontrer que c'était possible. Aujourd'hui, ces jeunes, 26 d'entre eux, sont insérés dans ces entreprises-là. Un chiffre que j'aime beaucoup, aujourd'hui, tous les mois, la communauté 3W Academy génère 2,4 millions de dirhams en salaire et en rémunérations diverses. Ça, c'est la somme des salaires qui sont perçus par nos jeunes tous les mois. Pour moi, c'est peut-être le chiffre le plus important, parce que c'est celui qui montre que ça marche, en fait, tout simplement. Et j'espère qu'on va continuer et que ça va avancer encore plus. Je finis cette présentation comme on finit nos journées à la 3W Academy, avec un memory log. Et d'ailleurs, je vous recommande d'en faire un tous les soirs en rentrant chez vous, et de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, memory log aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 points importants, à mon sens. Le premier, c'est qu'on va tous avoir besoin de reskilling dans les 2 à 3 ans. Quand je dis tous, c'est tous, hein, même ceux qui s'approchent de la retraite. C'est d'abord et avant toute chose, un effort et une responsabilité personnelle. Personne ne va définir votre plan de formation individuel à votre place. Et si vous vous attendez à ce que quelqu'un le fasse, vous avez déjà perdu. La vague, la vague, il faut la surfer. Ça veut dire que je suis en action dans ma vie. Je suis en action, il y a quelque chose qui me pousse, mais si j'y vais pas, ça va pas marcher. Et donc, la conséquence, c'est, pour moi, je rentre chez moi, et dès ce soir, je fais la première chose que je dois faire pour me mettre en route sur ce plan de formation et de reskilling individuel. Et de dire, ok, dans ma fonction, que j'ai... Tu as quel âge? Ouais, 17 ans. Si j'ai 17 ans, ça marche. Parce que tu vas avoir ton bac cette année, Inch'Allah, ou le MJ. Tu l'as déjà obtenu, tu vas le excellent. Donc tu vois, tu as déjà ton bac, et ben qu'est-ce que tu fais? Le NCG? D'accord. C'est dans 5 ans ton diplôme.
Dans 5 ans, le monde il sera transformé. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Le reskilling, c'est pas dans 5 ans. Le reskilling, c'est maintenant. C'est vraiment très important à comprendre. Et c'est pareil pour les autres qui sont en poste, hein, à la banque, etc. C'est de se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, je vous recommande vraiment de construire votre chemin de croissance personnelle. N'attendez pas demain. Ne dites pas « Inch'Allah ». Bien sûr, « Inch'Allah ». ولكن اليوم شنو غندير؟ ياك؟ Merci les amis. Bonjour tout le monde, je suis Ibtissam Sraidi, ENCGiste et chef département partenariat et sponsoring au sein du club Enactus ENCG de Casablanca. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous. Merci pour l'invitation, c'était une présentation qui est très riche et ça m'a beaucoup motivée pour apprendre du coding. Une chose qui m'a toujours fait peur, la technologie, le coding, etc. C'était un cauchemar pour moi parce que j'ai déjà eu la chance d'intégrer pas mal d'écoles d'ingénierie et j'ai choisi de m'orienter vers business, économie, juste parce que j'ai peur. Mais cette présentation, grâce à M. Deber, je suis convaincue et Inch'Allah, pourquoi pas, je vais m'orienter vers ce chemin qui paraît un peu facile. Ce séminaire était très intéressant. J'ai eu la chance de découvrir plusieurs possibilités et plusieurs opportunités dans le monde de l'informatique dans notre pays. Notamment qu'il y a un manque de travail, qu'il y a une chance pour que je puisse me développer et pour que je puisse acquérir de nouvelles compétences et travailler dans un domaine totalement différent de ce que j'étudie. En effet, ça a été un plaisir de savoir qu'il y a autant d'opportunités présentes dans le monde.